bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être ici avec vous pour ce congrès national du CJD. Bon, c'est un peu impressionnant, hein, je vous le cache pas, mais ça me fait extrêmement plaisir. Donc, je suis Cédric, donc je suis un ancien JD de la section de Toulouse. Et donc quand j'étais au CJD, j'ai participé à beaucoup de commissions autour de la performance globale, que ce soit en tant que, que ce soit en tant que participant ou animateur. Et ça a fait naître en moi l'envie de démarrer un nouveau projet d'entreprise qui serait vertueux sur le plan social, sociétal et environnemental. Et c'est comme ça que j'ai lancé une activité innovante. Alors j'ai pas le retour, donc je ne sais pas si vous voyez les slides que je vous ai présentés. Ah ben voilà, oui, super. Donc j'ai décidé de lancer une activité vertueuse donc sur le plan social, sociétal et environnemental, et j'ai fait une recherche d'opportunités et je me suis rendu compte, alors ça ne marche pas. Ah, superbe. Voilà. Et donc je me suis rendu compte qu'un des principaux défis que l'humanité allait avoir à relever, c'était de nourrir 10 milliards d'êtres humains d'ici 2050. Et pour relever ce défi, il n'y avait pas énormément de solutions. Il y avait évidemment celui de réduire le gaspillage alimentaire, mais dans un monde où les ressources sont finies, il y avait aussi la question qui se levait de savoir comment il serait possible de produire des nutriments et des protéines de manière plus durable. Donc plusieurs solutions existent, mais il y en a une qui a attiré mon attention, c'est celle des insectes. Donc produire des insectes pour répondre aux enjeux alimentaires de demain, parce que la production d'insectes, c'est une solution qui est durable c'est une solution qui va permettre de pouvoir recycler les déchets alimentaires, et c'est aussi une solution qui va permettre de produire des nutriments durables pour pouvoir nourrir les animaux et les hommes. Donc j'ai créé cette activité autour des insectes il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on est devenu un des acteurs majeurs de cette industrie au niveau mondial, avec un plan de déploiement assez ambitieux. On est en train de recruter près de 200 personnes pour accompagner notre développement industriel. Et au-delà de ce plan de déploiement ambitieux et de cette activité innovante, on a aussi un mode de management et de collaboration qui est très innovant, qui est basé sur la transparence, la confiance et la liberté. Donc, dans notre mode de fonctionnement d'entreprise, déjà, il est illustré par notre mantra qui est élever et s'élever ensemble. On a mis en place beaucoup de choses. Donc, pour en citer quelques-unes, par exemple, tous les collaborateurs d'Agronutrice sont formés à l'intelligence émotionnelle. Donc, dès qu'on rejoint notre entreprise, on va être formé à la communication non violente pour pouvoir mieux collaborer avec ses collègues. On est aussi très attentif à la parité et à la diversité en se donnant en prenant des engagements de résultats dans certains recrutements quand on va être en dérive dans l'entreprise. On a aussi une volonté d'égalité et d'associer tout le monde de manière égale à la création de richesses en donnant chaque année à tous nos collègues le même nombre d'actions gratuites. Mais au-delà de ça, on se veut être une entreprise sans hiérarchie. Donc moi, dans ma posture de dirigeant, j'ai par exemple renoncé à tous les pouvoirs régaliens du dirigeant, c'est-à-dire celui de recruter, de promouvoir, d'augmenter, de licencier ou d'arbitrer seul les investissements. Donc aujourd'hui, au sein d'Agronutrice, pour faire cela, on le fait grâce à des comités ou à des conseils qu'on met en place à travers les collaborateurs, qu'on met en place avec des collaborateurs de l'entreprise qui sont élus via des élections sans candidat. Donc l'élection sans candidat, c'est quelque chose qu'on utilise de manière importante dans l'entreprise parce que ça permet de créer des comités de personnes qui n'ont pas à faire campagne. Donc il n'y a personne qui est déçu lorsque il y a un comité qui est décidé au sein de l'entreprise. Et surtout, une fois qu'on est élu, on se sent vraiment reconnu par ses pairs et investi de cette mission. Bien sûr, si on ne se sent pas les épaules d'accompagner la mission pour laquelle on a été élu, on a la possibilité de renoncer à la mission pour laquelle on a été choisi. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on est en train de mettre en place et je pourrais l'illustrer par le comité rémunération au sein de l'entreprise. Donc par exemple, moi, je ne suis pas membre de ce comité rémunération et c'est le comité qui va décider toute la politique salariale de l'entreprise et qui va aussi décider les augmentations.
Donc ce comité rémunération, il est accompagné par des professionnels extérieurs qui vont accompagner les membres de l'entreprise et de ce comité pour mettre en place notamment des augmentations. Et ce qu'on a mis en place au sein d'AgroNutri, c'est aussi la transparence des salaires. Donc tous les membres de l'entreprise connaissent absolument les salaires de tout le monde. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ça s'accompagne par la communication, la formation, la mise en place légale aussi, parce qu'on a dû mettre en place des avenants au contrat de travail. Et voilà. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on l'a mis en place, on ne ferait plus marche arrière. Et donc pour conclure, voilà, ce mode de collaboration, pour rien au monde, je reviendrai en arrière, c'est un mode de collaboration qui permet en tant que dirigeant d'associer l'ensemble de l'entreprise de manière égale pour porter le projet et la responsabilité de l'entreprise. C'est un mode de fonctionnement qui est très adapté, je pense, à l'évolution du monde du travail et dans lequel on s'y retrouve tous. Merci. Bonjour à tous, bonjour le Stadium, j'espère que vous allez bien. Bon, il y en a 3 qui vont bien. Alors je suis Pierre-Yves, je suis JD à Nantes depuis maintenant 9 ans et je suis très content d'être là parce que je suis venu, plaisir d'offrir, vous faire un cadeau. C'est sympa, non? Alors c'est un cadeau, on va pas se mentir, c'est un cadeau pas cher, simple et chic. C'est un cadeau pour vous, pour votre boîte, c'est un cadeau pour vos collaborateurs. Je vous présente, si j'arrive à cliquer en même temps, yes, Bouba et Julien qui sont de Nantes et du Mans. Et leur point commun, c'est qu'ils étaient sans abri, comme 200 000 personnes en France. Je sais qu'ici où on met l'économie au service de l'homme, vraisemblablement ça doit vous choquer un peu, comme moi. Un soir de 2018, il fait très froid, je sors de mes bureaux à Nantes et je croise une personne sans âge, une femme qui dort comme ça au-dessus du parking où je gare moi mon Audi Break TDI 200 chevaux, siège en cuir. Vous voyez le choc un peu des mondes. Et je me dis, c'est quand même hallucinant, il fait un froid de canard, elle est là dehors, et moi je viens de quitter mes bureaux qui sont chauffés. En plus, on chauffait la nuit parce qu'on a des problèmes de chauffage, pour vous dire l'absurdité du truc. Dans lequel il y a une cuisine, dans lequel il y a une douche, dans lesquelles elle serait donc très à l'aise si j'y mettais un matelas pour pouvoir y dormir. Et donc c'est de là que vient cette idée des bureaux du cœur. Alors c'est quoi le cadeau? Le cadeau, c'est qu'on a lancé un mouvement parce qu'une idée ne peut devenir bonne qu'avec un collectif. Et donc on a rassemblé des copains de Nantes, du CJD. Alors il y en a quelques-uns qui sont là, que je salue. Je pense à Claudio, je pense à Marco. Bisous les copains. Sébastien, hier, nous a parlé des peurs et du fait que les peurs peuvent nous freiner. Je peux vous dire qu'on a eu la trouille. On a eu la trouille parce qu'on se demandait comment on allait pouvoir mener un projet comme les bureaux du cœur avec les difficultés qu'on pourrait rencontrer avec les assureurs, les bailleurs et même nos collaborateurs. Aujourd'hui, on n'a plus du tout peur. On a beaucoup travaillé et on sait que c'est faisable et que ça marche très bien. Donc pour ce mouvement, on compte vraiment sur vous. Alors, il s'agit tout simplement, avec les bureaux du cœur, de mettre vos bureaux le soir, lorsque vous ne les utilisez pas, le soir et le week-end, à disposition donc de personnes qui sont sans abri. Nos bureaux, c'est de plus en plus des maisons. Il y a, donc, comme je vous le disais, cuisine, toilette, douche. Parfois, pour ceux qui sont les plus great place to work d'entre vous, un coin sieste. Et donc, tout ça peut être mis à disposition lorsque c'est vide. Comment ça marche? De manière très simple. On fait toujours appel à une association partenaire qui vient nous présenter en fait un invité et ils nous mettent en relation entre vous, vos sociétés et donc ces invités. Cette mise qui sont les personnes qu'on peut accueillir? Ça peut être des SDF, bien sûr, ça peut être des femmes qui ont subi des violences conjugales, ça peut être des étudiants ou des travailleurs pauvres. Bref, ça peut être tout un tas de publics très différents. Mais soyons clairs sur une chose, on ne réglera pas le problème du mal logement en France avec les bureaux du cœur. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas accueillir tout le monde.
On ne peut pas accueillir tout le monde parce que nos bureaux, ça reste notre outil de travail. Et donc, on ne peut pas accueillir de personnes qui nécessitent des soins médicaux, qui ont des problèmes d'hygiène ou d'addiction. Par contre, pour tous les autres, on leur offre un accueil provisoire de 3 à 6 mois qui leur permet de vraiment reprendre pied. On leur offre de la sécurité, de la stabilité et surtout de l'intimité. Et ce sont vraiment ces 3 composantes-là qui sont indispensables pour pouvoir travailler sur un projet de réinsertion, c'est-à-dire le job et le logement. Alors, le cadeau. Bam, marche pas. Bon, c'est pas grave. Je veux bien passer à la slide suivante. Merci. Le cadeau, c'est évidemment un cadeau pour vos invités, pour les gens que vous accueillez dans vos entreprises. Mais c'est aussi un cadeau pour vous. Ça vous permet de rencontrer des personnes au parcours extraordinaire. Moi, j'ai rencontré et j'ai accueilli Bouba, d'ailleurs pendant le confinement, pendant près de 6 mois, un réfugié gambien. Et je peux vous dire que quand il vous raconte son parcours depuis la Gambie, la remontée de l'Afrique, la traversée de la Libye en guerre, l'Espagne et la rue, en termes d'émotion, c'est pas mal. Et donc ça, évidemment, c'est des parcours auxquels, avec des gens qu'on rencontre pas facilement, et c'est donc très riche. C'est évidemment un cadeau pour vos collaborateurs à qui vous offrez une expérience de solidarité absolument unique, en face à face, d'humain à humain, sans argent. Quand Bouba il est arrivé chez Nobilitou, donc dans mon entreprise, il est arrivé avec toutes ses affaires dans un sac plastique, vous voyez, type sac poubelle. Le lendemain, Alan, un de mes collaborateurs, il est arrivé avec un sac de sport dont il ne se servait plus pour qu'il puisse remettre ses affaires et les transporter en dignité. J'ai rien demandé à Alan. Ça s'est fait vraiment hyper naturellement et ça, c'est quelque chose que vous pouvez offrir à vos collaborateurs. Alors, accueillir au bureau du cœur, ça nous oblige aussi. Ça nous oblige parce qu'évidemment, en termes de management, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi. L'humain devient évidemment très important et est au cœur de la décision. Alors, hop, clic, je veux bien. Cette télécommande ne marche pas. Vous aussi, devenez bureau du cœur. Camille, ce matin, nous a invités à nous poser la question de ce qu'on peut faire. Voilà, moi, je vous propose un truc simple, chic, pas cher, à mettre en œuvre dans vos boîtes. Et donc, je vous invite à vous connecter sur bureauducoeur.org pour pouvoir tout simplement laisser vos coordonnées pour que une personne de nos 20 délégations en France puisse vous rappeler, visiter vos locaux et vous aider à rejoindre cette aventure comme certains JD de Lyon ou de Brest qui sont ici, j'espère, l'ont déjà fait. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Connectez-vous. Prenez votre smartphone, connectez-vous. Merci Pierre-Yves. Oui, vous pouvez applaudir ces pépites. Alors, on va évoquer maintenant la santé du dirigeant. Mais alors, avant d'accueillir notre premier invité, j'aimerais qu'on regarde un clip qui a été fait, c'est un dispositif, Call Me, donc un partenariat entre le VYV et le CJD. Donc, en fait, c'est des psys à disposition. Je vous propose de regarder. Nous vivons des périodes déroutantes et perturbantes. Beaucoup de dirigeants sont particulièrement mis à mal. Ils ont perdu leurs repères, leurs croyances, leur capacité à en croire en l'avenir pour aller de l'avant et surmonter les épreuves. Le CJD, Centre des jeunes dirigeants, a décidé de renforcer son engagement auprès de ses adhérents pour les accompagner en ces temps mouvementés. C'est comme ça qu'est né le nouveau dispositif du CJD, Call Me. Call Me, c'est un partenariat entre le CJD et le groupe mutualiste VIV qui met à disposition des adhérents du Centre des jeunes dirigeants une équipe de psychologues qui va les accompagner et les soutenir pour traverser une période difficile. Comment ça marche ? Une ligne dédiée au CJD, une disponibilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Un service confidentiel et gratuit. Et donc, avec nous, notre premier invité qui va vous offrir un TED également, Frédéric Malfilade. Vous êtes directeur régional Harmonie Mutuelle Occitanie. Merci d'être avec nous. Merci. Et alors, avant de vous laisser la parole, j'avais envie de vous demander, comme on a demandé à chacun des participants, que vous nous livriez votre vision du monde, enfin un petit bout du rêve, de cette vision du monde. Oui, un petit bout du rêve. Moi j'ai 2 enfants, Hugo qui a 14 ans et Thomas qui a 23 ans. Et tous les jours, lorsqu'on allume la télé, ces enfants
écoute l'actualité, réchauffement climatique, la guerre qui menace, etc. Et moi, quand j'étais enfant, tout ça, je ne l'ai pas connu. J'étais insouciant de tous ces cataclysmes qui pointent le bout du nez. Donc moi, mon rêve, ce serait d'avoir un tout petit peu plus d'insouciance pour notamment la jeunesse. Voilà. Et c'est peut-être ce que vous allez nous expliquer dans votre TED. Je vais essayer. Allez-y. Écoutez, moi, pour introduire ce TED, d'abord, merci de votre accueil. Et je vous avoue, pour introduire ce TED, je m'étais dit, je voulais vous parler de ma nuit passée, parce que j'ai eu une semaine super chargée. Lundi, j'étais à Paris en comité de direction. Mardi, j'étais en réunion manager de toute la région Occitanie. Mercredi, je rendais compte de mes résultats business à ma grande patronne, donc c'est un petit peu stressant. Hier, j'étais en codir de région. Et donc, toute cette charge mentale que j'avais en tête, et en plus, sachant qu'aujourd'hui, j'allais prendre la parole devant toute cette belle assemblée, je vous avoue, j'étais un petit peu stressé. Et je pensais que j'allais super mal dormir, et en fait, j'ai vachement bien dormi. Donc ça, c'est chouette. Par contre, j'allais vous dire aussi que j'étais stressé de prendre la parole, et ouais, ça, je suis stressé par contre. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Hein. ouais, c'est OK. Merci. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point on est cool, moi je vais vous faire une confidence. Oui. Ça fait juste 2 jours que je rêve d'enlever mes chaussures. C'est parce vrai, qu'on m'avait pas prévenu. Allez-y. Je vous en prie, allez-y. On m'avait pas dit qu'en fait ce serait sur une pelouse, donc les femmes ici me comprennent. Les talons, c'est pas forcément approprié, quoi. Donc Non, si vous m'autorisez, enfin. Quel privilège. Ça va mieux ? Ouais. Alors pour vous parler de la santé des dirigeants, je pourrais vous parler de plein de statistiques, mais il y en a quelques-unes quand même qui sont importantes. Dirigeants, entrepreneurs, on fait quand même partie de la population française qui travaille le plus en France, 50 heures en moyenne par semaine, voire plus, 60-70 heures par semaine. Globalement, on est une population, nous n'avons pas le temps d'être malades. C'est un grand paradoxe, mais parce que nos entreprises, si on est absent, on estime que tout va flancher, et globalement, ce sont nos bébés, nos entreprises. On est aussi une population qui sont relativement isolées face aux difficultés, aux problèmes, aux choix stratégiques à faire, à toutes les difficultés. On est relativement isolés, et ça, c'est quand même un véritable sujet. Il y a des chiffres qui disent aussi qu'on consacre 11 heures de moins par semaine à nos proches, à notre famille ou à nous-mêmes. Et que 65% des dirigeants d'entreprise ou des entrepreneurs estiment que c'est compliqué pour eux d'associer vie privée et vie professionnelle. Alors, donc je pourrais vous parler de tout ça. Mais en fait, j'ai choisi de jouer le jeu du TED que vous m'avez proposé. Allez-y. Voilà, et de vous parler un petit peu d'essayer de traduire la vie, la santé du dirigeant à travers ce que moi j'ai vécu. Donc je ne sais pas s'il y avait ma photo ou pas, je sais pas, mais s'il y avait eu ma photo qui avait été affichée. Alors la photo elle est passée, est-ce qu'on peut la remettre ? Voilà, elle est là. Voilà. Donc voilà, donc quand je vois ce petit garçon, en fait, je suis un petit garçon là, qui a 4-5 ans, et j'ai eu une chance fabuleuse parce que j'ai grandi dans une famille. Donc d'abord je suis toulousain, et j'ai grandi dans une famille qui m'a donné certainement le plus beau cadeau qui puisse exister, c'est-à-dire l'équilibre, l'amour, la confiance en moi. J'avais un papa qui était soudeur aéronautique à Airbus, et une maman couturière, donc une famille modeste, mais qui m'a donné tout le capital, le capital de base qu'un enfant doit avoir. Voilà. Et ça c'est super bon pour la santé d'avoir cette stabilité psychologique de l'enfance. Mais ça c'est un cadeau. Voilà. Après, enfant, j'étais super timide. Moi, quand mes parents recevaient des gens, j'allais sous la table pour me planquer pour ne pas avoir à parler aux gens. Donc, j'étais super timide. Et j'avais aussi une dyslexie, ce qui fait qu'à l'école, je n'étais pas top. Je n'étais pas super bon à l'école. J'ai décroché, malgré tout, un petit bac +2. Qui m'a permis ensuite de faire mes preuves et de développer d'autres compétences pour y arriver. Et ce que je voulais vous partager pour illustrer la vie d'un dirigeant et de sa santé, c'est 2 déclics moi, que j'ai eu dans ma vie. Le premier déclic, je l'ai eu à l'âge de 18 ans. À 18 ans, j'ai réalisé un exploit. Bon, un exploit que j'estime, moi, à mon niveau en tout cas. Après, vous intriguez là. Ouais, après vous le jugerez, l'exploit. À 18 ans, j'ai gravi le Mont Blanc, le toit de l'Europe. Bon, pour les connaisseurs, je l'ai fait par la voie Bosson-Pyramide. C'est pas la voie classique, mais ça c'est pas grave. Alors c'est un exploit relatif parce que chaque année il y a des milliers de personnes qui le font ce sommet. Mais moi, du haut de mes 18 ans et sur un groupe de 8 personnes, ce jour-là, malgré qu'il y avait des personnes plus costauds, plus grands, plus âgés, plus forts, même plus prolixes sur leur exploit passé, voilà, j'ai été le seul à y arriver. Et ça m'a convaincu au fond de moi que malgré les difficultés que je peux avoir ou quoi que ce soit, je pouvais arriver à faire des choses un petit peu exceptionnelles à ma mesure que d'autres n'arrivaient pas à faire. Et ça m'a donné 2 choses. Le premier, c'est
plutôt confiance en moi sur certains points. Et le deuxième, ça a ancré par le biais de la confiance le fait que je pouvais affirmer qui j'étais, avec mes qualités, mes défauts, mes failles, mes faiblesses, etc. Et ça, une fois de plus, psychologiquement, pour ma santé mentale, c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Et aujourd'hui, en tant que dirigeant d'entreprise, de région, en tout cas pour Harmonie Mutuelle, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. En gros, je suis relativement peu différent au travail que dans ma vie privée. Et ça, c'est vachement simple, en fait. Ça m'enlève une charge psychologique de ne pas jouer un rôle ou quoi que ce soit. Et c'est bon pour ma santé et c'est bon pour celle des collaborateurs. Mais ça a été dit plusieurs fois, d'ailleurs, dans les groupes. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous partager. Le deuxième déclic, je l'ai eu à l'âge de 30 ans. À 30 ans, mais les choses passaient plutôt bien pour moi. Des enfants, ma conjointe, etc. Professionnellement, ça avançait plutôt bien. Et à l'âge de 30 ans, on me diagnostique un cancer. Et là, du coup, c'est un choc. C'est forcément un choc parce qu'on passe subitement du statut de personne bien portante, pour que les choses marchent plutôt bien, un statut de malade. Et du jour au lendemain, clac, comme ça, subitement. Et là, tout d'un coup, tout devient les ambitions de carrière, l'argent, le pouvoir, enfin, tout ce qu'on peut avoir dans le monde du travail, etc. Mais tout subitement s'effondre, en fait. À la minute même, tout s'effondre, et tout ça nous oblige à revenir aux choses essentielles de la vie, en tout cas pour moi. Et cette expérience-là, qui a été une expérience forte, mais qui était certainement partagée par plein de personnes, parce que c'est la vie, c'est comme ça, moi, ça m'a appris à me dire que mon premier capital, c'est mon capital santé. Voilà. Et une fois qu'on se dit ça, le capital santé physique, mental, social, psychologique, donc tous ces critères qui font que aujourd'hui je sais qui je suis et que j'avance. Et c'est des choses qui paraissent basiques, mais tellement importantes. Moi, par exemple, sur la santé physique, il y a des choses, je vais essayer de vous partager un petit peu mon quotidien comme ça. Sur la santé physique, quand je suis en télétravail, j'ai parfois une montre connectée. À la maison, je fais 800 pas par jour. Je passe de mon bureau à la cuisine, certainement, et puis voilà, 800 pas par jour. Quand je suis au bureau, j'en fais le double, j'en fais à peu près 1500, 1600, parce que je me déplace, je vais voir les collègues, je vais à la machine à café, je vais à l'imprimante, etc. Donc déjà, c'est un petit peu mieux, et par contre, ça, c'est bon pour le côté social. Par contre, ce que disait Marc tout à l'heure par Teams interposé, moi je crois beaucoup au lien social dans l'entreprise. Et le télétravail, c'est sympa, on ne peut pas y échapper. Mais par contre, je suis convaincu que le lien social dans l'entreprise et les moments de partage, c'est certainement l'avenir de nos entreprises. Moi, j'en suis vraiment convaincu. Vous pouvez l'applaudir, j'aimerais rebondir, j'aimerais qu'on échange, j'aimerais vous poser plein de questions, mais malheureusement, au niveau du temps, c'est très court. Et donc, je vais appeler maintenant les deux CJD, Karine Passagne Cortési et Damien Bock, qui vont nous parler du Betty Tour. Merci. Ah, les chaussures, alors là, on en rêvait. On est solidaires, Aurélie. On est mieux en plus. On est nettement mieux. C'est impressionnant hein, quand même. Il y a un an, notre amie Betty, la pétillante PDS de Montluçon, nous annonçait qu'elle était très gravement malade. Et il y a 3 mois, j'ai appelé Karine pour lui dire « Ça y est, je sais ce qu'on peut faire, ce que je veux faire pour soutenir notre amie. » Damien m'appelle et me dit « Ok, je vais aller voir Betty à Montluçon, en partant de chez moi Thoiry près de Genève, en courant. Et tant que j'y suis, je mets le cap plein sud, Congrès de Toulouse, toujours en courant. » Et je lui dis, je ne sais pas ce qui m'a pris, je lui dis, bingo, je te suis en vélo. Alors la machine est lancée. On rencontre rapidement Aymeric qui nous confirme que ce projet peut intéresser tous les JD et qui nous pose lors de cette rencontre une très belle question. Il nous dit, comment est-ce que je prends soin de moi ? À partir de ce moment, l'aventure du Betty Tour était lancée. Alors, qu'est-ce que c'est que le Betty Tour ? Le Betty Tour, vous l'avez compris, c'est un peu moins de 1000 km qu'on a parcouru
en courant, en vélo, pour venir jusqu'ici à Toulouse, au départ de chez moi, Thoiry, et au départ de Lyon, en passant par Montluçon, chez Betty. Ces 12 sections qu'on a traversées, 4 régions, c'est un projet solidaire, c'est une chaîne humaine. C'est un exploit sportif, en tout cas un défi sportif, mais ça, à la limite, on s'en fout. Le défi sportif, c'est juste une onde porteuse, c'est quelque chose dont on se sert pour pouvoir vous parler. Parce que le sujet que l'on traite dans le Betty Tour, notre raison d'être, c'est de vous parler de votre santé et de comment prendre soin de vous. Lorsque Betty nous a annoncé sa maladie, nous avons d'abord été sidérés, puis on s'est en fait senti extrêmement impuissants et interpellés. Interpellés par cette question. Il y a Betty, bien sûr, mais derrière elle, c'est tous ces JD. On sait qu'il y en a aussi ici dans la salle qui sont en souffrance, qui sont malades. C'est votre santé, c'est notre santé. On parle d'équilibre quand on parle de santé. On parle d'équilibre physique, psychologique, émotionnel, voire spirituel. On parle d'équilibre, ça a été dit, entre vie professionnelle, vie personnelle, entre engagement, grosse charge, temps de repos. Et finalement, la santé, c'est la capacité à garder une bonne vitalité dans la durée. Mais lorsqu'il s'agit de la santé de dirigeants, c'est un sujet qui n'intéresse pas grand monde. Il n'y a pas de suivi de système spécifique pour les dirigeants. Or, un chef d'entreprise, c'est comme un athlète de haut niveau, grosse charge, mais qui s'accorde peu de temps de récupération. Ce sont souvent des femmes et des hommes qui repoussent très loin leurs limites, qui ont du mal à reconnaître quand ça ne va pas, et qui ont encore plus de mal à demander de l'aide. On parle de santé physique, mais on parle aussi surtout de santé morale. Ces 2 dernières années ont été extrêmement difficiles. Il y a beaucoup de burn-out, et on sait aussi, un burn-out, que ça a des conséquences dramatiques pour les entreprises. Et enfin, ça a été dit, la santé, c'est la première ressource immatérielle pour un dirigeant. Alors vous vous en doutez, quand le diagnostic est tombé pour Betty, sa vie a été complètement chamboulée. Elle a dû se réorganiser rapidement, réorganiser son entreprise, ses collaborateurs. Ça a eu un impact évidemment sur elle, sur sa boîte, sur ses proches et notamment sur son conjoint Eric. Et ça pose là la question, c'est arrivé d'ailleurs à un de mes amis proches il n'y a vraiment pas longtemps, ça pose la question de qu'est-ce qui se passe dans ma boîte quand tout d'un coup, du jour au lendemain, je ne suis plus en capacité d'assurer la direction. Et c'est la raison pour laquelle la santé du dirigeant est particulièrement importante, car comme pour n'importe qui, finalement, c'est un drame humain quand quelqu'un tombe malade ou un accident. Mais vu la responsabilité qu'un dirigeant a sur son écosystème, ça peut également avoir des conséquences pour ses proches, mais aussi pour ses collaborateurs, pour son entreprise, pour toutes ses parties prenantes. Alors on a eu 3 mois pour préparer le Betty Tour. Ça a été 3 mois très intenses, 2 à 3 heures de sport quotidien pour ma préparation physique, des réunions en veux-tu en voilà, de la logistique, de la communication. Et ça pose là la question de l'engagement. À quel moment je suis dans un projet dans lequel je me sens engagé et qui me nourrit? Et à quel moment est-ce que je me surengage dans un projet qui là me met en danger? On y a été clairement confronté pendant ces 3 mois. Vous y êtes confrontés dans vos boîtes et dans toutes vos activités périphériques. Et on arrive à la question de l'écologie intérieure. Il y a un très joli proverbe indien qui nous dit « Prends soin de ton corps si tu veux que ton âme ait envie d'y rester ». Et l'écologie intérieure, c'est peut-être tout simplement apprendre à se respecter. Respecter son rythme naturel, s'écouter, écouter son cœur, ses émotions, ces fameuses émotions dont nous parlait Thomas hier, qui expriment des besoins. Travailler à cette espèce d'alignement, la tête, cœur, corps, dont on nous parle toujours, s'accorder des temps de répit. Et tout ça, ça veut dire prendre soin de soi. Mais tout ça, c'est assez théorique quand même. Et toi? Et toi? Comment tu prends soin de toi? Alors c'est une question épineuse. Et on a profité du Betty Tour pour interviewer un maximum de JD sur notre passage. Et on continuera d'ailleurs à en interviewer par la suite. Avec pour enjeu de répondre à ces 2 questions. Quel est ton rapport à la santé et comment est-ce que tu prends soin de toi? Et on vous livre ici quelques pépites. Alors la première pépite, et je vous assure que c'est vrai, tout le monde nous a dit, pour prendre soin de moi, je vais au CJD.
Dans la même veine, et là on prêche pour notre paroisse, en parlant de la commission BED, bilan d'être du dirigeant, une JD qui nous a dit que son rapport, sa façon de prendre soin d'elle avait totalement changé avant et après cette commission. Une très jolie pépite, tout simplement, aller tout le matin dans son jardin et regarder la nature pousser. Apprendre à dire non quand ce n'est pas le moment, y compris quand le projet paraît super intéressant. Encore plus fort, oser ne rien faire. Oui, c'est fort. Écouter ton corps chuchoter avant qu'il ne te le crie. Cultiver de belles relations. Alors des pépites comme ça, on en a tout plein. Et on a clairement l'intention d'écrire un livre sous format carnet de voyage qu'on vous livrera d'ici l'année prochaine. L'enjeu pour nous, c'est d'écrire, c'est d'avoir des dirigeants qui parlent à des dirigeants. Alors vous l'aurez compris, ce projet, le Betty Tour, c'est un projet d'engagement, c'est un projet de sens, c'est un projet de cœur. L'engagement, c'est de faire ce petit pas pour passer de l'écologie intérieure à l'écologie. Parce que c'est peut-être en apprenant à cultiver son propre jardin qu'on va apprendre à se respecter, à respecter les autres, à respecter son écosystème, son environnement, à respecter le vivant et le monde. Un projet de sens. Alors pour nous, ça avait du sens de réaliser quelque chose qui était beaucoup plus grand que nous, qui nous dépassait complètement. Ces 1000 kilomètres qu'on a parcourus jusqu'ici, on aurait clairement pu les faire au départ de Genève en avion, ça nous aurait pris 50 minutes. Ça nous a pris 14 jours d'une merveilleuse aventure. Et alors ça, c'est ma pépite personnelle, ça a complètement changé mon rapport au temps. J'ai décidé, pendant ce voyage, de revenir au temps lent. Et enfin, c'est un... projet de cœur. Et le cœur, c'est celui de Betty et de tous nos amis et de tous vos amis et proches qui sont malades. Betty, elle nous a dit quelque chose de très fort. Elle nous a dit on ne lutte pas contre la maladie, on cherche des ressources à l'intérieur de soi, en se connectant à son cœur, pour guérir, pour progresser, pour se développer. Alors finalement, toute cette histoire de Betty Tour, c'est juste une histoire d'amour pour dire à notre amie Betty et pour dire à tous nos amis qui sont en souffrance qu'on les aime. Et c'est aussi pour vous transmettre ce message de ne jamais oublier de dire aux gens qu'on les aime, qu'on les aime. Et alors, je vois du rose un peu partout dans la salle. Ce projet, évidemment, on le porte tous les deux avec Karine, tous les trois avec Betty. C'est un projet qu'on n'aurait pas pu faire seul. On a été accompagnés par un maximum de personnes. Et on se doit de remercier, alors en premier lieu, la municipalité de Thoiry qui nous a accompagnés, là d'où nous sommes partis. Et évidemment, ma section de Lyon qui est là tout en rose. Wouh! La section de Bourg-en-Bresse. Dans un système solaire. La section de Roanne. De Villefranche. La section de Vichy. La section de Montluçon. La section de Clermont-Ferrand. La section de Corrèze. La section de Tarn-et-Garonne. Et la section de Toulouse qui nous a accueillis ici. Merci beaucoup. Et merci. Et aussi, bien sûr, Jean-Bas et tous ces jeunes Strasbourgeois avec qui nous avons eu le grand honneur de faire la dernière étape. Je ne sais pas si Jean-Bas est encore là, mais c'était génial. Et mon ami Pierre Granier qui nous a accompagnés de bout en bout dans cette aventure. Et merci à tous. Qui a fait ce logo. Voilà, merci à tous. Merci vraiment. Étoile, bonne étoile, autour de toute sa figurante. Araignée, si on veut, il fallait ouvrir les yeux sur ce point lumineux. J'étais à des années-lumière de penser qu'un jour
je pourrais y croire, seul sidère, seul désir qui monte en moi. Oh, ma belle étoile, quelques étoiles filantes. Toi, la bonne étoile, autour de toutes ces figurants. Toi, la belle étoile, toi, la belle étoile, toi, la belle étoile. Est-ce que je peux prendre 2 minutes? Merci pour eux. Merci pour eux, c'est tellement énorme ce qu'ils ont fait. Je voulais juste prendre 2 minutes pour vous parler. D'abord, je suis très contente d'avoir pu venir. Hier j'étais en chimiothérapie, donc il y a qu'Emeric pratiquement qui était dans la confidence. Et j'étais contente de pouvoir prendre mon train ce matin. Je suis juste un petit peu déçue parce que je pensais que vous alliez tous être tout nus dans l'amphithéâtre. Parce qu'avec un animateur comme Frédéric Lopez, qui a l'habitude de mettre tous ses invités à poil, j'arrive du Cap d'Agde, je pensais retrouver le camp naturiste du Cap d'Agde. Bon, c'est loupé, vous êtes colorés. Personnellement, je ne sais pas si vous regardiez Rendez-vous en terre inconnue, moi quand je le regardais, je ne me mettais pas toute nue devant ma télé. Par contre, qu'est-ce que j'ai chialé. Le salaud, il m'a fait pleurer. Il m'a fait pleurer. Et l'année dernière, moi aussi, j'ai eu mon rendez-vous en terre inconnue, puisque le cancer m'a fait faire un sacré voyage. J'ai pas pris l'avion, j'ai juste voyagé vers moi. J'ai ouvert mon cœur, et ça, Frédéric Lopez, c'est ouvrir le cœur de tout le monde, je crois. Et moi, c'est le cancer qui a ouvert le mien. Et j'ai fait un sacré chemin. J'ai fait un sacré chemin. Mon cœur s'est ouvert, j'ai appris à recevoir, et ces derniers mois, j'ai reçu énormément, grâce à Karine et Damien. J'ai reçu de l'amour, j'ai reçu de l'énergie, et c'est quelque chose d'absolument incroyable, indescriptible. Toute cette énergie, tout cet amour, on dit que l'amour guérit tout. Et je pense, j'espère, je crois, j'en suis même persuadée, je suis persuadée que cet amour qu'ils m'ont donné, que vous m'avez donné, va aller jusqu'à mon pancréas, mon foie et mon péritoine. Et que le prochain bilan au mois de juin, j'ai même plus peur d'y aller, parce que tout ça va être largement nettoyé. Comme dirait Frédéric Lopez, au pire, ça marche. Je l'ai écouté dire ça dans un de ses podcasts il n'y a pas longtemps et je trouve ça extra. Et du coup, j'ai écouté aussi qu'il disait autre chose. Il avait dit que s'il était un jour dictateur du monde, il imposerait à tout le monde 2 minutes par jour de se regarder dans les yeux. Alors, moi, ce que je vais vous demander, c'est que juste pendant quelques secondes, parce que je ne veux pas mettre la régie en retard, qu'on se regarde dans les yeux pour que je puisse partager avec vous l'amour, l'énergie que j'ai reçue pour couvrir tous vos maux et la moindre tristesse qui habite votre cœur. Au pire, ça marche. Alors Betty, là tout le monde t'écoute. Mettez-vous devant. Là tout le monde t'écoute, donc on va la faire pour de vrai. Vous savez d'où c'est venu cette histoire? C'est qu'en terre inconnue, en fait, Thomas Pesquet dit souvent, lui il a vécu des entraînements de dingue pour aller dans l'espace. Il dit en fait en terre inconnue, tu restes 5 heures sur un caillou à écouter un mec qui te raconte sa vie, il reste 2 minutes à l'écran. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 traductions. Français-indonésien, indonésien, korowai. Donc imaginez une question simple. Si je dis au gars, qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ça fait blablabla, 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 blablabla. Je sais toujours pas ce qu'on mange, d'accord? Le mec dit on va manger des verres et c'est toi qui vas les ramasser. Ha ha ha, il traduit et ça dure des heures. Et donc pendant ce temps-là, nous on n'a pas le droit de regarder le traducteur, on se regarde dans les yeux
et ça dure 5 heures. Donc on va peut-être se le faire, parce que tu as proposé ça, j'aurais jamais osé, mais tu as l'air d'être en famille. Donc là, tout le monde t'applaudit, mais personne n'osait le faire. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire l'exercice? Donc le eye contact, pour que tout le monde comprenne, on n'est pas dans une secte. Les chercheurs ont découvert un truc de dingue, effectivement, mais ça on le savait pas. Moi je l'ai fait comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. En fait, évidemment, c'est l'âme. On dit que le regard, c'est l'âme, hein, c'est ça. C'est la fenêtre sur l'âme. Je suis un peu perturbé, évidemment, vous l'avez compris. Donc, du coup, il y a même au musée d'art moderne de New York une femme qui a fait un happening où elle reste comme ça pendant 3 jours. C'est pour vous décomplexer que je fais ça. Hein. Pendant je crois qu'elle reste 3 jours et toutes les 15 minutes, il y a quelqu'un qui change. D'accord? Il se regarde pendant un quart d'heure. Donc, c'est des trucs incroyables. Vous pouvez le trouver sur Internet. Et enfin, je crois que c'est l'UNESCO ou l'ONU a fait ça avec des gens qui se connaissaient pas et pendant un quart d'heure. Évidemment, ils se sont débrouillés pour que sur les deux, ils ne sont pas de la même couleur. D'accord? Donc vous imaginez ce que ça donne. Donc c'est très activant émotionnellement, surtout pour ce qu'on vient d'entendre. Mais puisqu'elle l'a voulu, c'est elle la dictatrice ce soir. Ok? Donc il faut mettre à sonner pour pas que... On va le faire 1 minute, d'accord? Parce que sinon on ne va pas se rendre compte du temps qui passe. Il faut vraiment que... Romain, c'est toi qui gères le temps? Avec Natacha en régie. On se fait une vraie minute, d'accord? Tu viens là et c'est toi qui nous dis. Alors le problème, c'est que le gong final, il faut qu'il soit pas trop désagréable. Qu'est-ce qu'on décide comme gong final? Un truc sympa, je vous laisse décider en régie. Bon. Quelqu'un voilà, fera un début d'applaudissement, on saura que c'est la fin. Ok? Natacha, c'est toi qui commence à applaudir et on fait une traînée. Donc c'est parti. Donc on a 1 minute, moi je vais le faire avec Betty, vous m'en voulez pas? Ok. Donc attention, vous choisissez quelqu'un à côté de vous. C'est gênant, c'est bizarre. C'est bon, tout le monde a trouvé un partenaire? Ah, vous avez commencé, vous? Ah, pardon, non. Tant mieux, c'est un rap, c'est génial. Ok? Mais j'insiste pour que même les gens de la sécurité fassent ça, hein, derrière et tout ça. Les gars qui m'ont parlé, qui m'ont demandé des selfies, c'est cool les selfies, mais... Ok? Allez, attention. Toi, tu fais avec personne? Attention, top départ. Alors, on vous avait promis des larmes et des rires. Bon, eh bien, écoutez, ce soir, vous avez un sujet de conversation. Parce que normalement, quand on fait ça 1 minute, c'est 1 demi-heure de débrief. Voilà, je vous laisserai en parler ce soir. Mais je vous demande d'applaudir très très fort, évidemment, Betty et ses amis. Merci beaucoup. À tout à l'heure.